Moi, j'appuie comme un sourd sur le bouton pour que les portes se ferment. J'arrive au rez-de-chaussée, les portes s'ouvrent, Sébastien Vettel. Aujourd'hui, mon invité, c'est Julien Febvreau. Bonjour Julien. Salut Mathieu, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, ça va Merci très bien. d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu jusqu'ici, de t'être déplacé, d'avoir pris du temps et de passer un bout du samedi après-midi avec nous. Avec grand plaisir, c'est mon premier live Twitch de l'année. C'est vrai, de C'est avec 2022? toi. Ah bah oui, j'en ai pas fait encore, c'est mon Dans mes premier. bras. Voilà. C'est très très cool. Je suis très content de te recevoir. Il y a Dounia qui gère tout ça aujourd'hui. Tu veux une révélation sur moi? Parce que tu vois comment est ma main là? Je Oui. m'apprêtais à faire un truc et j'ai dit je vais l'expliquer. Si les gens qui auront l'occasion de dîner avec moi au restaurant ou de déjeuner me verront faire ça, je ne laisse jamais une bouteille d'eau sur une table. C'est vrai? Jamais. Pourquoi? Je mets toujours les bouteilles par terre. Mais c'est un... Je déteste voir les bouteilles d'eau sur une table. Ah oui, bah Je donc trouve pas que un c'est toc. moche. Mais que- regarde, ah bah moi, c'est limite maniaque quand même. Mais c'est pas donc très grave. tu peux demander à ma famille, à mes amis, je suis le gardien des bouteilles d'eau parce que je les mets à mes pieds. Et quand quelqu'un a soif, je On fais demande à attention. Julien. Voilà, où je fais attention à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans les verres. Mais une bouteille de vin, c'est pas pareil. C'est plus joli. Ouais, C'est voilà. ça Une accompagne. bouteille d'eau, c'est moche. Après, celle-là, elle est pas en plastique. M'en fiche. Elle est en verre. Elle est C'est- pas belle. C'est plus joli, Donc quoi. par terre. Voilà. Et puis ça coupe moins la communication. Alors on a deux énormes micros entre nous là, mais je trouve qu'un objet sur une table trop volumineux, ça coupe la communication entre Oui, deux ça personnes. fait une barrière. Voilà, donc j'enlève les barrières. On trace le portrait de Julien. Julien Febvreau, qui est-il? C'est un homme qui est né le 26 oui. décembre Oui. 1982. C'est cela même. J'aimerais savoir comment s'est construit l'enfance de Julien Febvreau. Mais bien. Toi, t'es fils de pilote. Oui. Ton père était un pilote de Pilote rallycross. amateur, ouais. Pilote amateur, bien sûr. Ouais. Donc, t'as grandi dans les circuits. Ouais, absolument. Et comment ça se passait à la maison Febvreau? Alors moi je vivais avec ma maman à Ouais. Quimper et mon papa il était à Rennes. Donc Ok. aux vacances scolaires, etc. Je le rejoignais régulièrement et je partais avec lui sur les courses. Donc soit principalement sur les courses de rallycross, puisque c'était la discipline dans laquelle il a beaucoup roulé en France. Donc on partait avec son grand camion dans la cabine et tout, enfin voilà. Ou alors plus loin sur des courses de rallye raid, parce qu'il a fait aussi beaucoup de rallye raid comme le Paris-Dakar, etc. Et je l'ai accompagné, je me souviens, assez jeune sur ce qu'on appelle des barras. Ce sont des courses de rallye raid mais plus courtes qu'un Dakar qui dure plusieurs jours. Enfin plusieurs semaines même. Là, les barras, ça dure quelques jours. Et je l'ai accompagné sur des barras en Espagne notamment, etc. Donc j'ai des souvenirs de voyage tout gamin à l'autre bout de la France ou en Espagne pour l'accompagner sur les courses. Donc forcément, j'ai baigné là-dedans. Donc, c'est une ambiance que tu connais très bien. Ah ouais. Aujourd'hui, de temps en temps, tu vas faire un coucou à Romain Grosjean aux États-Unis avec ce grand camion qu'il a pour vivre dedans, etc. Ouais. C'est une ambiance que tu as toujours connue, en fait. Les ambiances de paddock, les ambiances, c'est une petite, c'est comme un petit cirque hein, qui se déplace de ville en ville. Tu retrouves les mêmes personnes, tu remontes. Alors chacun monte son propre chapiteau, mais voilà, on s'installe tous les uns à côté des autres. Il y a des affinités comme partout. Moi, les gamins avec lesquels je courais dans les paddocks quand j'étais petit, ce sont les pilotes que je côtoie aujourd'hui quand moi je fais du rallycross et qui sont devenus mes adversaires sur la piste, qui sont restés des potes, mais on a grandi de la même manière en courant partout. On regardait même pas les courses de nos pères, on en regardait une sur trois parce qu'on avait mieux à faire, à jouer, à cache-cache, à faire des cabanes dans les... Enfin, on s'amusait quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve les mêmes, mais cette fois au volant, donc c'est rigolo. Mais tu as toujours su, du coup, depuis tout petit, que tu voudrais commenter ce sport et non pas le pratiquer. Alors, Professionnellement, je parle. Professionnellement, alors j'ai eu ma période gamin, je voudrais être pilote de Formule 1, mais parce que quand on est gamin et qu'on rêve devant la F1, bah on se dit pourquoi moi je ferais pas ça, puis très vite on comprend pourquoi je n'arriverai pas à faire ça. Donc ça m'a vite passé. Parce que ça Mais- vaut très cher ou parce que c'est compliqué? Tout, il faut du talent, il faut des moyens. Enfin, j'étais pas dans un environnement qui allait m'amener à devenir pilote professionnel. Et je commence par le mot talent, hein, j'avais pas le talent pour ça. Donc, mais après commenter des grands prix, c'est venu plus tard. J'ai d'abord voulu être kinésithérapeute, et puis je suis allé voir mon premier Grand Prix de Formule 1 en 99, et c'est là, après avoir vu sur place, assister en tant que spectateur au Grand Prix, où je me suis dit, je veux vivre ça tout le temps, tous les jours de ma vie doivent être consacrés maintenant à la Formule 1. C'est là que j'ai décidé qu'il fallait que je bosse en F1 et que une bonne manière d'y arriver, ce serait le journalisme. Je ne savais pas si ce serait d'écrire des papiers, si ce serait de commenter, mais voilà, je voulais vivre dans l'environnement de la F1 et je trouvais que le journalisme serait une bonne façon d'y parvenir. Donc c'est comme ça que j'ai orienté mes études vers le journalisme, que j'ai passé un diplôme de journaliste et qu'ensuite j'ai réussi à obtenir la possibilité de partir sur les Grands Prix. Tu as commencé à bosser, je crois, chez RMC en tant Oui. que stagiaire. Ouais. Comment ça s'est passé ces premières années de stage? Là, on découvre pour le coup un autre univers qui n'est pas celui du sport automobile, mais qui est celui du média. Ouais.
Ben, on apprend à découvrir ce que c'est qu'une rédaction, ce que sont les différents postes qui composent une rédaction, un rédacteur en chef, des confrères journalistes. Moi, au tout début, j'étais stagiaire. J'ai passé une année stagiaire à Ouais. RMC avant de devenir assistant sur des émissions. Et puis C'est avec finalement, Alexandre Delperrier, c'est ouais, ça? Alexandre Delperrier, Patrick Tambay, qui était à l'époque à l'antenne sur la Formule 1, Stéphane Sanson également, qui était l'envoyé spécial. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de partir. Mais voilà, je suis rentré à RMC en août 2002 en stage. J'ai terminé mon stage un an après. Et là, ils m'ont engagé. Et puis, ça a démarré. Mais j'ai commencé à partir sur les Grands Prix début 2005. Donc, il s'est écoulé 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi, avant que je ne parte sur les Grands Prix. Mais ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Ça a été assez vite, finalement. Et le choix du média radio, c'est parce que c'est justement ces grandes voix de la radio, quelque chose qui, en plus des circuits quand tu étais jeune, tu avais aussi cette vibrance pour les voix de la radio? Ouais, les médias audiovisuels, radio, télé, c'est ce qui m'attirait le plus. Je me sentais moins l'âme d'un journaliste de presse écrite, même si j'en ai fait au journal L'Équipe. T'écoutais quoi, gamin? T'écoutais le Star System, t'écoutais Diffoul, t'écoutais ces Ah voix-là? ouais, le soir, j'écoutais. À un moment donné, j'écoutais Skyrock. À un Ouais. moment donné, j'écoutais Fun. Maintenant, t'écoutes Euh, Braque et Louis. Quand j'étais petit, j'écoutais Énergie en ne comprenant pas ce que disait ce jingle. Énergie Radio Number One. Moi, gamin à Quimper, je n'entendais pas le Radio Number One. Donc, j'aimais beaucoup le jingle et je le chantais en disant Energy, Number One. Voilà. Donc, j'écoutais Énergie. C'est trop mignon. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et oui, le média radio, c'est un média très intéressant. Évidemment, tout passe par la voix, donc il faut réussir à travailler sa voix, à Bien sûr. moduler sa voix, à imager au maximum les choses, puisque tu pars du principe que les gens n'ont pas les images, puisque c'est de la radio. Bien sûr. Même si maintenant la radio est de plus en plus filmée, mais voilà, ça reste un média audio. Et puis la télé, oui, ça m'attirait aussi, mais ça me paraissait inaccessible. Donc j'y pensais pas trop, parce que pour moi, la télévision, c'était trop gros, quoi. C'était trop beau, trop grand, trop inaccessible. Donc j'y pensais pas trop. Mais finalement, c'est arrivé. Après RMC, qui était un choix logique, puisque c'est une radio consacrée au sport, il y a eu Europe 1. Ouais. C'est des endroits dans lesquels tu étais heureux. Ah oui, c'est des grandes maisons déjà. Bien sûr. C'est des grandes maisons. Donc c'est des expériences énormes. Moi j'étais jeune, donc je veux dire, mon premier métier en tant que journaliste, ça a été directement la Formule 1. Généralement, c'est ce qu'on vise plutôt en deuxième partie de carrière. Où là, moi, j'ai commencé en F1 mon métier de journaliste. Et donc l'idée, c'était de se dire, attends, je commence en F1, maintenant c'est d'y rester. Donc le but du jeu, c'est de rester dans cet univers-là, de faire ses preuves, d'essayer de s'installer dans cet univers. Et puis voilà. Donc oui, Europe 1 ensuite, expérience extrêmement intéressante aussi, très enrichissante. Et voilà, ça a été 2 très belles années. Alain Prost était déjà aussi dans l'aventure. Ouais. Enfin, bref, c'était génial. Moi, je continuais à aller sur les Grands Prix, etc. Donc non, ça a été une très belle expérience aussi. Ouais. Tu nourrissais tes deux passions, la radio et le Ah ouais, sport non, mais automobile. je pouvais me plaindre de rien. Et moi, j'étais béat de bonheur tous les jours parce que je faisais tous les jours et je fais encore aujourd'hui tous les jours ce que j'aime le plus au monde. C'est couvrir la Formule 1, parler aux gens de Formule 1, échanger avec les gens, les passionnés de Formule 1. Enfin, je vis dans l'univers qui m'intéresse le plus au monde et qui est un univers très complexe, très intéressant, très varié. Donc, on n'en a jamais fait le tour. Des fois, on me dit, mais voilà, ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 17 ans. T'en as pas marre? Mais non, jamais. Marre de quoi? Ça se renouvelle tout le temps. On voit de nouveaux endroits, de nouveaux pilotes, de nouvelles histoires, de nouvelles confrontations, de nouvelles voitures, de nouveaux règlements. Ça n'arrête pas de changer, ça évolue tout le temps. Donc bien sûr, le socle reste le même, ça reste la F1. Mais la F1, tu peux la raconter déjà de plein de manières différentes, en radio, en presse écrite, en télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Et tu as toujours quelque chose à raconter. Tous les jours, il se passe un truc en F1. Quand tu es arrivé sur Canal+ en 2013, quels sont les nouveaux codes auxquels il a fallu que tu t'adaptes? Eh bien, il a fallu prendre en considération que la télé contenait des images. Et que du coup, c'est ce qui différenciait grandement la télé de la radio. Et c'est vrai qu'au tout début, moi, j'avais un petit peu... je m'étais dit, t'as qu'à faire comme en radio, puis ça devrait aller. Enfin, je grossis le trait, mais voilà, je m'étais dit, fais aussi bien que tu peux et rebasse-toi sur ce que tu avais fait en radio, quoi. Parce qu'il y a un moustique. Hein. J'ai pas un tic, c'est un moustique qui vient dans le champ. Voilà, il se balade. Bienvenue à lui. Il est fan. Et du coup, voilà, au début, je commentais un peu comme en radio. C'est-à-dire que j'imageais beaucoup et j'appuyais beaucoup l'image, alors que l'image parle. Donc, il faut, dans la mesure du possible, se détacher de l'image et accompagner l'image. Raconter purement ce qui se passe à l'écran,
c'est pas très utile puisque les gens voient aussi bien que toi. Ouais. Donc voilà, leur dire que la voiture roule, ils voient bien qu'elle est en train de rouler et on l'a à l'image. Expliquer maintenant ce qu'elle est en train de faire, comment elle se comporte, ce qui se passe. Là, c'est là que tu accompagnes l'image en tant que journaliste. Donc voilà, il a fallu apprendre à quitter un peu le mode radio pour rentrer dans le mode télé et utiliser au maximum l'image. La laisser parler quand elle est plus forte que tes mots, notamment au départ. C'est comme ça qu'on en est arrivé voilà, au rendez-vous au premier virage. Voilà, laisser parler l'image. Très souvent, l'image n'a pas besoin du commentaire, donc tu mets ton ego de côté et tu dis on n'a pas besoin de m'entendre. L'image, elle est très forte, on la laisse vivre. Et après, on réaccompagne nos abonnés, etc. Mais ça, c'est ce que j'ai appris au fil du temps en télévision, quoi. Mais oui, et d'ailleurs, je voulais en venir à ça. C'est-à-dire qu'en radio, quand on fait un blanc, c'est une catastrophe, on dirait que tout va s'écrouler. Oui, alors qu'en télé, si tu laisses un blanc, le fameux blanc du bien. début, ben en fait, tu peux laisser le blanc avant le départ. Rendez-vous au premier virage parce que c'est là qu'on reprend la parole et qu'on va vous accompagner sur le circuit. Ouais, on a vraiment voulu sur Canal+ avoir ce moment un peu signature et un peu privilégié pour nos abonnés, qui est celui où on leur laisse vivre le départ. Il y a 20 voitures sur la grille, il y a 20 000 chevaux réunis sur la grille. Ils vont se jeter comme des fous au premier virage. Bon, bah, à l'instant, il est très fort. On laisse les abonnés profiter du son des moteurs, de la tension, parce que c'est un moment de tension nerveuse énorme. Et effectivement, dès qu'ils arrivent vers le premier virage, alors selon ce qui se passe, c'est des fois un peu avant. Enfin voilà, généralement on essaye de tenir jusqu'au premier virage, mais des fois c'est difficile. Et à ce moment-là, eh bien, on reprend la parole et on réaccompagne l'abonné pour lui expliquer, lui donner les clés de ce qui est en train de se passer. Comment tu peux expliquer ce lien privilégié entre la France et la Formule 1? Déjà, la France est une terre d'automobile. On est un territoire d'automobiles, de constructeurs. Que ce soit Renault, Peugeot ou Citroën. Ouais. Je pense à Ligier également, qui est une marque française. Le Vasseur, pour le Vasseur ils en construisent plus trop, là. Mais... on a Michelin. On a des grandes industries liées à l'automobile en France. Donc déjà, on est un pays qui est ancré dans l'automobile, qui aime l'automobile. On est une terre de rallye. Il y a énormément de rallyes qui se déroulent en France. Beaucoup de compétitions automobiles, du karting, du rallye, je l'ai dit, de la course de côte, du rallycross, de la course sur circuit. Enfin, on est une terre de sport auto. Donc, on est une terre d'automobile, on est une terre de sport automobile. Donc, forcément, émerge de toutes ces racines des gens qui veulent devenir pilotes. Donc, on a une filière automobile de sport automobile, on a la FFSA qui est la Fédération Française du Sport Automobile, qui a son académie. Donc les jeunes aujourd'hui qui souhaitent être pilotes ou mécaniciens de course ont aujourd'hui la FFSA Académie au Mans, qui est un centre qui forme ces pilotes, qui forme ces mécaniciens à la compétition. Donc déjà, on a une structure fédérale qui aide les pilotes et les mécaniciens à devenir des professionnels de ce milieu-là. Bon voilà, on a une large couverture et c'est pas étonnant aujourd'hui de voir des pilotes français. On a eu une période de disette où on n'avait plus de pilotes français en F1, on en était très triste. Et aujourd'hui, on a retrouvé un Grand Prix de Formule 1 au circuit Paul Ricard, voilà, au Castellet. Un constructeur, Alpine, via Renault. Alpine est une des branches du groupe Renault. On a des pilotes français comme tu l'as dit, Pierre Gasly, Esteban Ocon, un monégasque, Charles Leclerc. On le compte comme un Français quand même. Ouais, presque. On aimerait bien. Romain Grosjean était encore présent en F1 il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc voilà, on a effectivement une présence qui, je trouve, est logique au vu de l'histoire de notre pays dans l'automobile et dans le sport auto. C'est plus facile de devenir pilote aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans? Aujourd'hui, c'est peut-être même plus dur parce qu'il faut des moyens financiers, soit des moyens personnels, soit des partenaires, soit une structure fédérale qui investit sur vous, soit une filière comme peut avoir Red Bull, Alpine, etc. Parce qu'il faut des moyens. Le sport auto, c'est comme ça, coûte extrêmement cher. De plus en plus tôt, c'est dénoncé d'ailleurs par pas mal de pilotes aujourd'hui. Aujourd'hui, pour briller en karting, il faut y passer déjà tout son temps. Donc attention parce que tous ne parviennent pas à réussir à haut niveau et certains se déscolarisent, ce qui pour moi est une hérésie. Il ne faut pas faire ça. Continuer les deux en parallèle. Mais bien sûr, je veux dire, il y a si peu de pilotes qui parviennent au plus haut niveau, il y en a si peu qui parviennent à en faire un métier, c'est-à-dire pour lequel ils soient rémunérés. Il y en a très peu. Donc tous ceux qui prennent des risques, bien sûr qu'il faut prendre des risques dans la vie, mais la déscolarisation, de toute façon, c'est de la désociabilisation, c'est pas bon, et c'est se fermer une porte de sortie si ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, vu le nombre de places très limité,
avec tous les efforts du monde, il y a quand même plus de chances que ça ne fonctionne pas sur le long terme que ça ne fonctionne. C'est la vérité, c'est comme ça, il ne faut pas mentir aux jeunes. Donc je trouve qu'en ça, il faut quand même leur dire de rester à l'école et de continuer des études pour avoir un plan B, quoi. Donc voilà. Mais est-ce que c'est plus dur aujourd'hui? Oui, probablement, parce qu'il faut beaucoup de moyens financiers. Et puis il y a une sélection qui est énorme. Il y a de plus en plus de pays qui rentrent dans la danse du sport automobile, ce qui est formidable. Mais donc il y a de plus en plus de potentiels compétiteurs qui sont là à venir se battre pour les places au plus haut niveau. Mais quand on n'a pas l'argent, quand on n'a pas les parents et la famille pour financer, qui peut le financer? Des partenaires, des sponsors. Il faut aller taper à la porte de, je vous dis, de Red Bull, de Mercedes, de managers. Qui ont des écoles juniors, en fait, c'est ça? Ouais, ou qui montent des programmes où ils investissent de l'argent pour financer la carrière de jeunes en disant on mise sur eux et un jour, quand on arrivera à les amener au plus haut niveau, eh bien, on les mettra dans notre écurie et là, ils nous coûteront beaucoup moins cher que si on venait. Voilà, c'est ce qui se passe avec George Russell. George Russell, c'est un produit de la filière Mercedes. Mercedes a financé sa carrière jusqu'ici, donc a dépensé des millions et des millions d'euros sur sa carrière. Sauf que maintenant, il est pilote titulaire chez Mercedes en F1 et que son salaire va être bien moindre que ce qui paye Lewis Hamilton ou un pilote qui viendrait de l'extérieur. Donc ils vont commencer à se refaire, entre guillemets, financièrement. Le retour sur investissement commence pour Mercedes maintenant. Mais ça aurait pu ne pas fonctionner non plus. Russell aurait pu ne pas délivrer, comme on dit dans le jargon, ne pas réussir à atteindre le plus haut niveau et ils auraient investi, ils auraient perdu leur argent. Ça, c'est le jeu. Hein. Quel est ton rapport avec cette vingtaine de pilotes? Comment est-ce que tu peux rester impartial avec les 20 pilotes, sachant que tu les suis depuis des années avant même qu'ils rentrent en Formule 1? Donc tu les connais, tu les découvres pas quand ils arrivent sur le paddock, tu les connais déjà depuis 5, 10, 15 ans, puisque tu suis leur parcours et leur évolution. Comment est-ce que tu peux rester impartial à l'antenne et ne pas avoir un chouchou? T'en as forcément un. Alors non, vraiment, j'en ai pas. Non, pas Lewis Hamilton. Moi, je suis admiratif, mais de tous les pilotes. Donc ça, c'est la base. Les Français, t'as forcément un coup de cœur. Oui, mais j'ai une affinité personnelle. Mais au moment où on est à l'antenne, il n'y a plus d'affinité personnelle. Si Pierre Gasly ou Esteban Ocon fait une énorme erreur, shoot un pilote, je vais pas le couvrir, j'ai pas à le faire. Je veux dire, c'est limpide que quand on est à l'antenne, on met de côté les affinités et on commande ce qu'on voit et on se dit attends, je suis quoi? Je suis journaliste ou je suis groupie ou je suis fan ou je suis ami ou non? Je suis journaliste. Donc je suis journaliste, j'ai des devoirs en tant que journaliste. On m'a mis dans cette position très privilégiée qui est d'être celui qui raconte aux autres ce qui est en train de se passer. Tu as des devoirs vis-à-vis de ça. Donc le devoir numéro 1, c'est d'être impartial. Alors bien sûr que... Mais t'as forcément une affinité. Mais bien sûr que j'ai des affinités. Je veux dire. Ah mais humain comme Romain Grosjean, c'est comme un petit frère pour moi. Je veux dire, je suis le parrain de son fils, je suis leur témoin de mariage. Donc voilà. Pour autant, quand Romain faisait des grosses bourdes, et il en a fait, et il le reconnaît lui-même, on le disait. Je veux dire, mais non, Romain, ça n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Voilà. Et je veux dire, le meilleur témoignage que j'ai pu recevoir de Romain, c'est lui revoyant sur MyCanal le replay d'un Grand Prix après un week-end de course et me disant, purée, tu m'épargnes pas là. Parfait, tant mieux. J'étais peut-être plus dur avec Romain qu'avec les autres. Donc c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est pas de la complaisance ou de l'extrême gentillesse, c'est plutôt un peu de dureté pour être sûr qu'on ne puisse rien te reprocher. Et souvent à l'oreillette, on m'a dit vas-y, pousse un peu sur Romain. Et j'étais un peu papier sur le frein, mais non, voilà, je peux pas me permettre de trop en faire parce qu'on va forcément venir me dire à un moment donné ah ouais, mais évidemment, c'est ton pote, donc tu le protèges, donc tu es sympa avec lui. Non. Si c'est bien ce qu'il fait, je m'enflamme. Si c'est pas bien, je le dis, point. Et c'est pareil pour Hamilton, c'est pareil pour Verstappen, c'est pareil pour tous les pilotes. Ça, c'est la base du métier de journaliste, quoi. Un chirurgien va pas opérer en ayant bu avant, c'est la base. Même si c'est un grand amateur de vin, il ne part pas opérer quelqu'un en ayant bu avant, c'est comme ça. Bon, ben, un journaliste va pas à l'antenne en emmenant avec lui ses préférences, ses coups de cœur, son amitié, son machin, ou son inimitié. J'ai eu l'occasion de le dire sur des lives précédents que j'étais pas fan de Nico Rosberg, mais simplement de la personne. Mais parce que tu peux pas avoir des affinités avec tout le monde. Mais c'est pas parce que je n'appréciais pas en tant que personne Nico Rosberg que tu allais le descendre à l'antenne. Mais évidemment que non. Enfin, je veux dire, évidemment que non. Tu juges simplement et tu observes. Parce que juger, c'est plutôt le consultant. Mais tu observes et parfois tu apportes quand même ton sentiment, ton avis, même si c'est pas trop ton rôle, tu observes ce qui se passe sur la piste. Que le mec soit pas sympa ou te dise pas bonjour ou te fasse la gueule. Quand il est sur la piste, il fait un magnifique dépassement, tu vas pas dire ouais, ça va. Non, je veux dire, c'est malhonnête, tu peux pas faire ça. Donc, moi, je le conçois pas en tout cas. Donc, que tu sois ami ou pas avec quelqu'un, ou que tu t'entendes bien ou pas, tout ce qu'on te demande de faire, c'est de travailler professionnellement en observant ce qui se passe en piste. Le reste, ça ne regarde personne. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Mais oui. Est-ce que tu penses qu'il y aura dans quelques années un film
sur justement la bataille entre Verstappen et Hamilton de cette année. Pourquoi pas? C'était vraiment historique? Oui, c'était historique, bien sûr. Déjà sur un aussi grand nombre de Grands Prix, 22. Là, cette année, en 2022, on va battre déjà ce record puisqu'on passe à 23 Grands Prix. Mais 2021, on a eu 22 Grands Prix, c'était un record. Donc réussir à faire tenir cette dualité aussi longtemps, arriver à la dernière course à égalité de points, ça n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Formule 1 en 1974. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de Grands Prix. Donc c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire que les deux prétendants à la couronne mondiale arrivent au dernier Grand Prix à égalité de points. Enfin, je veux dire, oui, c'était historique. Et puis, on a bien vu que l'un et l'autre avaient dû déployer tout ce qu'ils pouvaient pour réussir pour tenter de battre l'adversaire. Leurs équipes, leurs ingénieurs, leurs stratèges, eux-mêmes dans la voiture. Tout a été poussé au maximum et ça a donné cette bataille. Donc forcément, j'ai presque envie de dire, c'est facile à dire une fois que c'est fait, mais j'avais presque envie de dire qu'il était quasi évident quand ça allait pas se terminer platement, quoi. Et donc ça a été même un peu trop, je pense, mais on a fini par un storytelling qu'on pouvait même pas imaginer, quoi. Le scénario, je l'ai dit à l'antenne, ni George Lucas ni Steven Spielberg auraient écrit ce scénario en disant non, c'est trop gros, quoi. Bah non, c'était vrai. Et qu'est-ce qui va changer avec le nouveau règlement? Parce qu'à partir de mars prochain, le 20 mars prochain, reprise de la F1 à Bahreïn. Oui. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle Formule 1. Nouvelle voiture. Avec un nouveau règlement, de nouvelles voitures, etc. Ouais. Qu'est-ce qui va changer? C'est le règlement technique, le règlement sportif. Globalement va rester le même. Il faut gagner la course, justement, il faut gagner la course, exactement. Mais ce sont les voitures qui évoluent. C'est-à-dire que le constat est qu'aujourd'hui, les voitures ne peuvent pas se suivre les unes les autres de trop près parce que les perturbations d'air, quand une voiture fend l'air, ça crée des tourbillons et la voiture qui suit reçoit cet air complètement perturbé, comme si vous suiviez un avion, un A380 et que vous êtes derrière avec votre avion. Vous recevez, vous imaginez, c'est la tempête, quoi. Là, c'est ce qui se passe quand les voitures se suivent aujourd'hui. Donc, pour limiter ces perturbations aérodynamiques et pour que les voitures puissent rester proches les unes des autres et donc s'attaquer, le règlement technique a évolué pour faire en sorte que les ailerons aient moins d'importance dans le fait de plaquer la voiture au sol, mais c'est l'effet de sol, c'est l'air qui passe sous la voiture, la manière dont l'air va accélérer sous la voiture, qui va aspirer la voiture au sol. Donc c'est ça le dirty air? Alors le dirty air, c'est ce qui sort de la voiture. Donc l'air qui sort derrière la voiture, c'est l'air sale, dirty air, et c'est en ça que la manière dont l'air va sortir de la voiture cette année va monter beaucoup plus haut, donc au-dessus de la voiture suiveuse, plutôt que contre la voiture suiveuse. Donc la voiture suiveuse devrait, ça c'est le principe aéro, mais maintenant faut l'expérimenter, il faut voir. La voiture suiveuse devrait pouvoir rester beaucoup plus proche parce que l'air dégagé par la voiture numéro 1 partira beaucoup plus haut au-dessus de la voiture numéro 2. Donc on aura plus de combats. Normalement, les voitures vont pouvoir se suivre dans les virages de manière beaucoup plus proche et donc, après les virages, pouvoir s'attaquer. Ça, c'est l'idée du règlement. Voyons, à quoi vont ressembler les voitures. Est-ce que chacun va avoir interprété le règlement à sa manière? Et dans les faits, il va falloir regarder. Alors, peut-être pas dès les essais hivernaux. Il y aura des essais à Barcelone et à Bahreïn avant le premier Grand Prix le 20 mars. Ouais. Voyons comment, sur ce premier Grand Prix, ou même sur les premiers Grands Prix, les voitures arrivent ou non à suivre, quoi. Et c'était nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement? Est-ce qu'on commençait à avoir peur d'une routine en Formule 1? Il y a beaucoup de points. Alors, il y a le Covid qui est venu exploser tout ça, évidemment, mais il y avait un besoin déjà d'équilibrer les budgets. Ouais. Jusqu'à l'année dernière, les budgets étaient no limites en Formule 1, donc certains pouvaient dépenser un demi-milliard par an et d'autres se contentaient, entre guillemets, de dépenser 100 millions. Donc, il y avait un rapport de 1 à 5. Donc, tu peux pas réussir à performer aussi bien qu'une équipe qui dépense 500 millions quand toi, tu n'en dépenses que 100. Tu peux pas te payer les meilleurs ingénieurs, les meilleurs outils, les meilleures machines, les meilleurs pilotes. Enfin, ça, c'est la base. C'est fou, les chiffres, c'est faramineux. Donc les règlements ont évolué en termes de budget et les budgets ont été limités à 145 millions l'année dernière, à 140 millions cette année. Donc ça a obligé les top teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, à réduire énormément leur budget pour rentrer dans cette fenêtre budgétaire. Donc avec cette limitation de budget, les équipes ne peuvent plus faire tout et n'importe quoi. Ça passe par les salaires des pilotes? Non, les salaires des pilotes ne sont pas compris dans ce budget, ce qu'on appelle le budget cap, la limitation de budget. Elle n'inclut pas des tas de domaines. Le marketing n'est pas compris dedans, le salaire des pilotes et des les plus gros salaires de l'écurie ne sont pas compris dans ce budget cap. Mais globalement, ça permet à des équipes de prétendre à mieux à partir de cette année. Donc il était aussi important de revoir le règlement. Là, on est reparti d'une feuille blanche pour 2022.
Les écuries ont eu le droit de travailler sur ces voitures 2022 à partir du 1er janvier 2021, donc elles n'ont pas pu commencer avant. Et voilà, on va voir comment les cerveaux ont réfléchi à tout ça. Combien ça coûte une Formule 1? Ça n'a pas de prix parce que... Non, mais c'est un objet artisanal dans le sens où il n'est pas produit en grande série. Des Formule 1, les châssis, les écuries en produisent 3 ou 4 par an. Donc il y a les 2 châssis, c'est la cellule de survie principale. Il y en a peut-être 4 de produits par an, mais voilà, c'est pas produit en dizaines et dizaines de pièces. Des ailerons, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est des toutes petites séries. Donc c'est en ça que c'est quasiment de l'artisanat. Et par contre, c'est de la technologie tellement énorme que ça vaut des millions, mais... ce que vaut exactement une Formule 1, bah, ça vaut le budget que l'écurie a pour fonctionner, entre guillemets. Et après, combien ça vaut monétairement si quelqu'un devait en acheter une? Déjà, il faut qu'il en soit vendu, ce qui est très rare. Et ça vaut ce que la F1 a de palmarès. Et ça vaut ce que quelqu'un est prêt à y mettre, quelque part. Donc, il y a des monoplaces qui se sont vendues aux enchères des millions parce qu'elles avaient appartenu à des pilotes très célèbres, parce qu'elles avaient remporté des grands prix. Mais elles roulent encore, on peut les faire rouler? Il y a des F1 qui roulent encore, d'autres qui ne roulent plus parce que la technologie des moteurs est tellement complexe aujourd'hui qu'il faut beaucoup d'ingénieurs pour démarrer une Formule 1. Donc, on ne démarre pas une Formule 1 avec une clé. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai? Ah bah non, il faut chauffer. Déjà, il y a tout un processus de chauffe des fluides à l'intérieur de la voiture. On ne démarre pas une Formule 1 à froid. Donc, il y a une mise sous température, sous pression, enfin, je veux dire, c'est très long le démarrage d'une Formule 1. Ça se fait pas comme ça le matin. On rentre dans le garage, gling, on met un coup de clé. Non, c'est une voiture qui va très très vite, mais qui est très longue à démarrer. Mais c'est des pièces d'orfèvrerie qui demandent beaucoup d'attention et donc beaucoup de monde autour. Est-ce qu'on a le droit de monter? Est-ce qu'on peut monter dans une Formule 1? Si on t'en donne l'autorisation, oui. Si tu n'es pas autorisé, tu vas te faire jeter. Mais si Pierre Gasly un jour te dit tiens, viens faire un tour, tu as le droit de monter dans une Formule 1 et de faire un tour? Alors déjà, les F1 de cette année ne peuvent rouler que sur les essais privés, officiels et sur les Grands Prix. Les écuries n'ont pas le droit de faire rouler leur voiture de 2022 ailleurs que sur ces 6 jours de tests d'avant-saison et sur les Grands Prix et sur les tests en cours de saison. Donc on ne peut pas décider un après-midi de sortir la F1 et d'aller la faire rouler. Déjà, ça, c'est pas possible. Donc, mais tu pourrais le faire sur une voiture de 2021. Il est autorisé d'utiliser maintenant les anciennes voitures librement. Oui, peut-être. Appelle Pierre Gasly, tu verras bien s'il te propose un petit truc. C'est très compliqué à piloter une Formule 1. Et je veux même pas dire piloter. Même eux, ils peuvent pas passer une après-midi comme ça et se dire tiens, je vais aller faire un tour, quoi. Ah bah non, c'est impossible. Mais au kilomètre, une Formule 1, ça vaut des fortunes. Donc ça a un coût énorme, quoi. De faire rouler une Formule 1, enfin voilà, c'est pas une session de karting de loc, quoi. C'est un gros truc, quoi. C'est un gros truc. Mais parce qu'il y a des trucs où on dit tiens, tu fais un stage et tu payes, je sais pas, 5 000 €. Oui, et sur les anciennes Formule 1, bien sûr, il y a des stages qui existent dans différents endroits, à Manicourt notamment, où là, effectivement, pour une certaine somme, c'est des sommes élevées, hein, mais tu peux faire quelques tours sur d'anciennes Formule 1. Mais là, on parle de Formule 1 qui ont entre 10 et 15 ans. Ouais. Là, toi, tu me parles de la Formule 1 de cette année ou de l'année dernière. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à disposition. Alors, on reprend les questions du Twitch. Le driver fou, c'est une très bonne question sur la récupération d'énergie cinétique sur les freins. Et je crois d'ailleurs que c'est une technologie, tu me coupes si je me trompe, qui maintenant est implantée aussi sur les voitures hybrides. Ça arrive, oui, bien sûr. Alors, oui, la plupart des voitures hybrides sur la route récupèrent l'énergie au freinage. C'est ça, les trucs où on met des souffleurs pour refroidir les freins parce qu'ils chauffent beaucoup. Alors, quand une voiture entre au stand, effectivement, c'est comme quand tu as escaladé une montagne et que tu t'arrêtes en haut, tu te mets à chauffer d'un coup, tu sens bien que ton corps chauffe, mais une F1 c'est pareil, dès que tu l'arrêtes, tout chauffe parce qu'il n'y a plus d'air à rentrer dans les écopes de frein, donc on met des souffleurs. Mais la récupération d'énergie sur une Formule 1 se fait à 2 endroits, sur les freins, donc sur les freins arrière. Et effectivement, la chaleur et l'énergie dissipée par les freins au freinage est récupérée par des systèmes stockés dans des batteries sous forme d'électricité. Donc l'énergie est transformée en électricité stockée dans des batteries. On freine, ça chauffe, et cette chaleur, ça fait ton frein chauffe comme une dynamo. En fait, pour alimenter la lumière de ton vélo. Oui. Tu mets une dynamo sur la roue arrière qui tourne, ça frotte, ça crée de la chaleur dans la dynamo et ça s'est transformé en un courant électrique qui alimente l'ampoule de ton vélo. C'est le même, globalement, j'ai simplifié, c'est le même principe. Tu freines fort avec ta Formule 1, tes freins déversent et dispensent une chaleur énorme au freinage. Cette chaleur, elle est prise, elle est condensée et emmenée sous forme d'électricité dans une batterie, stockée sous forme d'électricité dans une batterie. Et cette batterie, à l'inverse, délivre de la puissance électrique qui permet de donner plus de puissance au moteur. C'est une sorte de boost, Et le deuxième système de récupération d'énergie, lui, il est sur le turbo, où le système de turbo tourne et en fait, ça alimente un appareil qu'on appelle le MGU-K, le MGU-H, pardon.
pour heat et chaleur en anglais. Et en fait, on récupère l'énergie du turbo. Le turbo tourne. Sur le même axe, tu as le compresseur, le turbo et le système de récupération d'énergie. Donc, ils tournent tous à la même vitesse. Et quand ton turbo tourne, eh ben, tu fais aussi tourner ton système de récupération d'énergie et ça stocke sous forme d'électricité dans les batteries. La technologie dans les Formule 1, c'est incroyable. C'est compliqué, hein, c'est complexe. Hein. Est-ce qu'une écurie en particulier a pu avoir un avantage en 2021 à développer les Formule 1 pour 2022? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils avaient, en gros, j'imagine la question, c'est est-ce qu'ils avaient de meilleures bases? Les écuries ont eu le droit de travailler à partir du 1er janvier 2021 sur le projet 2022. Donc là, il y a 2 semaines. Non, en 2021. Début 2021, ok. Début 2021. Donc il y a un an. Donc il y a un an. Ok. Mais pendant cette année, il a fallu aussi développer un peu la voiture de 2021. Donc ça a été une question de répartition des forces, des moyens humains, financiers, entre 2021 et 2022. Et très tôt, certaines écuries, alors à l'extrême comme As, a décidé de ne rien développer sur sa voiture 2021. Ils ont à peine adapté la voiture de 2020 à 2021. Zéro développement en cours de saison. Parce qu'ils se disent de toute façon, ça va changer. Ça ne servira à rien, on va être d'Erjo quand même. Et voilà. Et on met tout sur 2022. Donc tous nos moyens, on les met sur 2022. Donc eux n'ont pas du tout développé la voiture 2021 pendant l'année 2021. Ont tout misé sur cette année 2022. Et à l'inverse, Mercedes et Red Bull, pour tenter d'être champions du monde, par tous les moyens, entre guillemets, ont quand même perdu de l'énergie en continuant de développer la voiture de 2021 et en sacrifiant un petit peu le projet 2022. Donc on va savoir dans les semaines qui viennent, avec les premiers essais hivernaux, avec les premières courses à partir de mars, si ça a eu un impact vraiment important. Si pendant ce temps-là, Ferrari et McLaren, eux, ont beaucoup misé sur 2022, est-ce qu'eux ont pris de l'avance? Il y a un moment, au cœur de l'été, le temps passé dans chaque écurie sur le projet 2021 ou 2022 était d'un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que pour une semaine passée en soufflerie ou une semaine sur les ordinateurs à calculer les fluides, etc., le gain sur la voiture de 2021, c'était 1/10. Le gain sur la voiture 2022, c'était 1 seconde. Donc, je veux dire, la semaine de consacrer au projet 2021 au lieu de 2022, elle valait extrêmement cher. Et certains n'avaient pas le choix parce qu'ils essayaient d'être champions du monde. C'est le cas de Red Bull ou Mercedes. Donc, les conséquences des choix qui ont été faits en 2021, on va les découvrir, entre autres, en 2022. Mais pour caricaturer, est-ce qu'on peut avoir un renversement de situation et As peut être premier, Mercedes dernier? Non, j'y crois pas, mais on peut avoir une Ferrari, nouvelle référence, avec derrière elle Mercedes et Red Bull. Parce que Ferrari a très bien mené sa barque pour préparer 2022. Je pense que Mercedes et Red Bull seront encore dans le coup. Je les imagine pas s'être plantés, mais ça peut arriver, mais j'y crois pas trop. Et par contre, je me dis, Ferrari, McLaren, qui sont ceux qui frappent à la porte du. Ils étaient bons, McLaren, cette année. Ils étaient bons, ils ont fini 4e. Ferrari a fini 3e du championnat. Je pense que Ferrari et McLaren sont peut-être ceux qui ont la plus belle carte à jouer face à Red Bull et Mercedes. Ça fait partie des questions qu'on va se poser au moins jusqu'au premier Grand Prix. Parce que, il y a la voiture qui va apparaître dans quelques semaines. Il y a la voiture qui va faire le premier Grand Prix de la saison. Et après, il y a toute l'évolution de cette voiture en cours d'année. Donc, c'est à quel rythme les monoplaces vont évoluer, à quel rythme les écuries vont être capables de faire progresser leur voiture, de rectifier le tir ou d'améliorer un bon concept. Et ça va être super intéressant. Donc, le point A de l'année, la meilleure voiture à Bahreïn, qui sera le premier Grand Prix, si tu n'y touches pas, je pense qu'au bout de 6 ou 7 Grands Prix, elle n'est pas loin d'être dernière. Non. Ben si, l'évolution, elle va être incroyable. Si tu ne touches pas à la voiture qui gagne à Bahreïn, au plus tard, à mi-saison, elle est larguée, mais complet. Tout de suite, elle sera larguée par rapport aux meilleurs, et même par rapport à la moins bonne voiture du début de saison. Je pense que la moins bonne voiture du début de saison sera meilleure que la voiture la plus rapide de début de saison, très rapidement. Ça va être déstabilisant pour les pilotes? Oui, le comportement des voitures est annoncé différent. C'est plus le même ressenti. Les voitures vont être sans doute plus stables dans les grandes courbes rapides, mais beaucoup moins stables dans les virages lents. Elles ont pris du poids en plus, les voitures, donc elles vont être plus difficilement manœuvrables dans les virages serrés. Oui, ça va être de l'adaptation pour les pilotes, ça c'est clair. J'ai une question débile parce que je me la suis déjà posée. Les freins, il y en a 4? Oui, il y a 4 disques aux 4 Parce qu'ils n'ont qu'une pédale de frein. Oui, mais il y a une répartition, il y a un répartiteur de freinage avant-arrière qu'il ne cesse de faire, de modifier d'un virage à l'autre. Une anecdote particulière vécue avec un pilote. Alors j'imagine que le pilote dont tu es le plus proche, c'est Romain Grosjean.
Oui, mais moi j'ai vécu une course d'ascenseur avec Sébastien Vettel à Singapour, par exemple, au soir du Grand Prix, parce que le Grand Prix était de nuit. On rentre à l'hôtel, on était dans le même hôtel, et moi je marchais 100 mètres devant, lui il était avec son attaché de presse, et à Singapour on se déplace qu'à pied, on prend pas de voiture, les hôtels sont immédiatement sur la zone du circuit, donc tout le monde est à pied. Et j'avais remarqué qu'effectivement il était 100 mètres derrière, mais moi je rentrais, j'étais sur mon téléphone, et quand je suis arrivé dans le hall de l'hôtel, en fait, la partie la plus basse de l'hôtel par laquelle on rentrait, c'était en fait le sous-sol de l'hôtel. Et l'hôtel démarrait un ou deux étages au-dessus. Et quand je suis rentré dans l'ascenseur, le temps que moi j'appuie sur le bouton, que l'ascenseur arrive, que je rentre, il était plus qu'à 50 mètres. Et évidemment, je suis resté le doigt appuyé sur l'ascenseur pour lui laisser le temps de rentrer, quoi. Et donc quand il a vu que j'appuyais et que j'attendais pour que les portes restent ouvertes, déjà il s'est mis à faire semblant de courir au ralenti. Je me suis dit, pourquoi il fait ça? Je ne comprenais pas. J'adore. Donc j'ai rigolé. Brita, son attaché de presse derrière, me regarde genre, je sais pas pourquoi il fait ça. donc il rentre dans l'ascenseur et là il me dit ah non mais cet ascenseur là il monte que au rez-de-chaussée de l'hôtel. Je dis ouais je crois oui. Parce qu'effectivement cet ascenseur montait au premier étage, enfin juste au rez-de-chaussée, et après tu prenais d'autres ascenseurs pour monter dans les étages. Je dis ouais mais après on prend les autres. Il me dit ouais non mais parce que là à côté il y a d'autres ascenseurs, ils montent directement dans les étages. Je dis oui, peut-être, sans doute, mais je voyais pas où il... Et là, il me dit, écoute, tu étais à quel étage? Je me souviens, je dis n'importe quoi, 36. Ah, moi aussi, on était au même étage. Ça, on le savait pas. Il me dit, écoute, toi, tu restes dans celui-là, et moi, je prends l'autre, et on voit qui arrive en premier là-haut. Mais non! Je vous jure que c'est vrai, je vous jure. Et là, je dis, attends, mais il est 2h du mat ou 1h du mat, parce que c'était tard le soir, le Grand Prix. Et je me dis, il me propose une course d'ascenseur, en fait. Et si tu veux, tu te prends au jeu. Donc, à la seconde où il ressort de l'ascenseur, moi, j'appuie comme un sourd sur le bouton pour que les portes se ferment. J'arrive au rez-de-chaussée. Je cours dans le hall. Le gardien, il m'a vu passer en se disant... Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'appuie sur les boutons de l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. Sébastien Vettel. Mais non! Et là, il me dit, ouais, mais tu comprends. Quand je suis sorti, je dis, non, mais c'est bon. T'as gagné. On dit que c'est toi qui as gagné. Et donc, on est monté jusqu'au 36e en rigolant. Et je me dis, mais le mec, il avait fait 2e ce soir-là derrière Alonso. Ils étaient restés l'un derrière l'autre. Il adore ce circuit en plus. C'était en 2009 ou 2010, je sais plus, l'un des deux Grands Prix. Et ils avaient livré une course de dingue, pas une erreur et tout. Et Alonso gagne, je me souviens, devant Vettel. Et je me dis, après 2 heures de course intense, le mec fait encore une course d'ascenseur, quoi. Et je veux dire, là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, on est juste entre nous, quoi. Et voilà, j'adore ce mec. J'aime beaucoup Vettel. J'adore Sébastien Vettel. je pense que humainement, c'est une chance de l'avoir. C'est quelqu'un d'agréable, encore une fois. Et quand il fait des conneries en piste, je le dis, parce que des fois, je dis, c'est pas possible, quoi. Mais humainement, à côté de ça, tu vois, on parlait de l'objectivité, ça m'empêche pas de critiquer des fois ou de dire, c'est pas possible, il a pas le droit de faire ça. Mais en dehors de la voiture, c'est un mec tellement agréable je vais pas dire côtoyer, mais voilà, à fréquenter sur les paddocks. Il est poli, il connaît bien son sport, c'est un mec très intéressant. Ah, il a l'air adorable. Il a l'air drôle, fun. Il a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Il est tout le temps à faire des petites blagues dans les interviews. Ouais, absolument. Et il connaît bien son sport. C'est un peu ce que je reproche à certaines jeunes générations, c'est de mal connaître l'histoire de leur sport. Et c'est dommage parce que je pense qu'on est... C'est pas qu'on est meilleur en piste, mais quand même, c'est important de savoir d'où on vient, de savoir ce qu'a été l'histoire de son sport. Juste avoir un peu de culture, quoi. Ça peut pas faire de mal. Et c'est respectueux déjà pour sa discipline dans laquelle on évolue. Bien sûr. Et c'est bon, quoi. Ça ne peut être qu'intéressant. Est-ce que Hamilton pourrait arrêter dans les prochaines années? Hamilton, oui, il a un contrat, je pense, qui lui permet, s'il veut, de s'arrêter dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans s'il a envie de continuer. Mais c'est lui qui va sentir les choses quand il décidera qu'il est temps pour lui de s'arrêter. Alors oui, il y a pas mal de polémiques en ce moment autour du fait qu'il pourrait ne pas revenir cette année. À l'heure où on parle, je me dis qu'il va quand même revenir. On sait qu'il est très blessé par ce qui s'est passé à la fin de la saison dernière et qu'il le vit pas bien, ce qui est facilement compréhensible. Ah, c'est vrai, encore aujourd'hui, il a du mal à digérer. Je sais pas quel est son état d'esprit là aujourd'hui. On l'appelle, tu veux qu'on l'appelle? On l'appelle si tu veux, appelle-le. Mais voilà, je pense que c'est très dur de vivre ce qu'il a vécu. Maintenant, est-ce que c'est au point de ne pas revenir? C'est un gagnant. J'ai envie de croire. Voilà, je me dis c'est un compétiteur de fou. Je sais pas. Je pense qu'il va revenir. Maintenant, qui a la réponse aujourd'hui à part lui?
Mais là, il y a des rumeurs, il pourrait... Oui, il y a des rumeurs qui veulent... Le 20 mars, on pourrait ne pas voir Lewis Hamilton sur la grille. Encore une fois, c'est une rumeur et j'y prête pas trop d'attention. Les infos que j'ai en interne à Canal, j'allais dire, chez Mercedes, me font entendre que pour l'instant, c'est pas un sujet. Ils n'ont pas d'inquiétude de leur côté. Maintenant, il peut décider dans quelques jours, pour telle ou telle raison, que non, finalement, c'est fini, tourne la page. Ça peut aussi arriver. J'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il sera là. Merci 1000 fois, Julien. Merci Mathieu de ton accueil. Avec grand plaisir. C'était la base. À plus.